Le déclin du courage par Alexandre Solzhenitsyn. Harvard, juin 1978. Devant la prestigieuse assemblée des enseignants de Harvard, le prix Nobel rescapé du Goulag soutient que les sociétés soviétiques et occidentales modernes ne diffèrent pas de nature. Toutes deux se fondent sur l'autonomie de l'homme par rapport à Dieu et ambitionnent de réaliser son bonheur par le seul changement de système social. Toutes deux génèrent une pensée unique, l'une du parti, l'autre de l'opinion. De la société communiste sans loi, l'Occident se distingue par son détestable légalisme, source d'égoïsme et de lâcheté. Non, pas de progrès de l'homme sans prise en compte de sa dimension spirituelle. Grand 1. Introduction de Vive le Roi. Extrait du discours Le déclin du courage, prononcé par Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature en 1970, prononcé à Harvard le 8 juin 1978. Avertissement, les titres ont été ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne. Grand 2. Constat du déclin du courage en Occident. 2.1. L'œil critique d'un observateur extérieur. Je suis très sincèrement heureux de me trouver ici parmi vous, à l'occasion du 327e anniversaire de la fondation de cette université si ancienne et si illustre. La devise de Harvard est Veritas. La vérité est rarement douce à entendre, elle est presque toujours amère. Mon discours d'aujourd'hui contient une part de vérité. Je vous la porte en ami, et non en adversaire. Il y a 3 ans, aux États-Unis, j'ai été amené à dire des choses que l'on a rejetées, qui ont paru inacceptables. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui acquiescent à mes propos d'alors. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement dans chaque pays, dans chaque gouvernement et bien sûr aux Nations Unies. 2.2. Lâcheté des élites politiques et intellectuelles. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante. D'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel, mais ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Les fonctionnaires politiques et intellectuels manifestent ce déclin, cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs actes. Leur discours et plus encore dans les considérations théoriques qu'ils fournissent complaisamment pour prouver que cette manière d'agir, qui fonde la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité, est pragmatique, rationnelle et justifiée. À quelque hauteur intellectuelle et même morale qu'on se place. Ce déclin du courage, qui semble aller ici ou là jusqu'à la perte de toute trace de virilité, se trouve souligné avec une ironie toute particulière dans les cas où les mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès subi de vaillance et d'intransigeance, à l'égard de gouvernements sans force, de pays faibles, que personne ne soutient ou de courants condamnés par tous et manifestent incapables de rendre un seul coup. Alors que leur langue sèche et que leurs mains se paralysent face aux gouvernements puissants et aux forces menaçantes, face aux agresseurs et à l'international de la terreur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin. Grand 3. Idéologie de la liberté et perte du sens du bien commun. 3.1. La liberté promise et les biens matériels,
aboutissent à un bonheur pauvre. Quand les États occidentaux modernes se sont formés, fut posé comme principe que le gouvernement avait pour vocation de servir l'homme et que la vie de l'homme était orientée vers la liberté et la recherche du bonheur. En témoigne la Déclaration américaine d'indépendance. Aujourd'hui, enfin, les décennies passées de progrès social et technique ont permis la réalisation de ces aspirations. Un État assurant le bien-être général. Chaque citoyen s'est vu accorder la liberté tant désirée et des biens matériels en quantité et en qualité propre à lui procurer, en théorie, un bonheur complet, mais un bonheur au sens appauvri du mot, tel qu'il accourt depuis ces mêmes décennies. 3.2. L'obsession de la possession et du confort suscite inquiétude et dépression. Au cours de cette évolution, cependant, un détail psychologique a été négligé. Le désir permanent de posséder toujours plus et d'avoir une vie meilleure, et la lutte, en ce sens, ont imprimé sur de nombreux visages à l'Ouest les marques de l'inquiétude, et même de la dépression, bien qu'il soit courant de cacher soigneusement de tels sentiments. Cette compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n'ouvre pas le moins du monde la voie à la liberté du développement spirituel. L'indépendance de l'individu à l'égard de nombreuses formes de pression étatique a été garantie. La majorité des gens ont bénéficié du bien-être, à un niveau que leurs pères et leurs grands-pères n'auraient même pas imaginé. Il est devenu possible d'élever les gens selon ces idéaux, de les préparer et de les appeler à l'épanouissement physique, au bonheur, au loisir, à la possession de biens matériels, l'argent, les loisirs vers une liberté quasi illimitée dans le choix des plaisirs. Pourquoi devrions-nous renoncer à tout cela ? Au nom de quoi devrait-on risquer sa précieuse existence pour défendre le bien commun ? Et tout spécialement dans le cas douteux où la sécurité de la nation aurait à être défendue dans un pays lointain. Même la biologie nous enseigne qu'un haut degré de confort n'est pas bon pour l'organisme. Aujourd'hui, le confort de la vie de la société occidentale commence à ôter son masque pernicieux. Grand 4. Le légalisme ou la lettre de la loi, ou la loi sans la légitimité. 4.1. Une société fondée sur la lettre de la loi engendre la médiocrité. La société occidentale s'est choisi l'organisation la plus appropriée à ses fins. Une organisation que j'appellerais légaliste. Les limites des droits de l'homme et de ce qui est bon sont fixées par un système de lois. Ces limites sont très lâches. Les hommes à l'Ouest ont acquis une habileté considérable pour utiliser, interpréter et manipuler la loi. Bien que paradoxalement, les lois tendent à devenir bien trop compliquées à comprendre pour une personne moyenne sans l'aide d'un expert. Tout conflit est résolu par le recours à la lettre de la loi, qui est considérée comme le fin mot de tout. Si quelqu'un se place du point de vue légal, plus rien ne peut lui être opposé. Nul ne lui rappellera que cela pourrait n'en être pas moins illégitime. Impensable de parler de contrainte ou de renonciation à ses droits, ni de demander de sacrifice ou de gestes désintéressés. Cela paraîtrait absurde. On n'entend pour ainsi dire jamais parler de retenue volontaire. Chacun lutte pour étendre ses droits jusqu'à extrême limite des cadres légaux. J'ai vécu toute ma vie sous un régime communiste. Et je peux vous dire qu'une société sans référent légal objectif est particulièrement terrible. Mais une société basée sur la lettre de la loi et n'allons pas plus loin, échoue à déployer à son avantage le large champ des possibilités humaines. La lettre de la loi est trop froide et formelle pour avoir une influence bénéfique sur la société.
Quand la vie est tout entière tissée de relations légalistes, il s'en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans les plus nobles de l'homme. Et il sera tout simplement impossible de relever les défis de notre siècle, menaçant, armés des seules armes d'une structure sociale légaliste. 4.2. Opinion, presse. Parlement paralyse toute action utile au bien commun. Aujourd'hui, la société occidentale nous révèle qu'il règne une inégalité entre la liberté d'accomplir de bonnes actions et la liberté d'en accomplir de mauvaises. Un homme d'État qui veut accomplir quelque chose d'éminemment constructif pour son pays doit agir avec beaucoup de précaution, avec timidité pourrait-on dire. Des milliers de critiques hâtives et irresponsables heurtent de plein fouet à chaque instant. Il se trouve constamment exposé aux traits du Parlement, de la presse. Il doit justifier pas à pas ses décisions comme étant bien fondées et absolument sans défaut. Et est un homme exceptionnel, de grande valeur, qui aurait en tête des projets inhabituels et inattendus, n'a aucune chance de s'imposer. D'emblée, on lui tendra 1000 pièges. De ce fait, la médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques. Il est aisé en tout lieu de saper le pouvoir administratif, et il a en fait été considérablement amoindri dans tous les pays occidentaux. La défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. Il est temps, à l'Ouest, de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs. Grand 5. Une liberté destructrice et irresponsable. 5.1. Liberté de la violence et du mal. D'un autre côté, une liberté destructrice et irresponsable s'est vue accorder un espace sans limite. Il s'avère que la société n'a plus que des défenses infimes à opposer à l'abîme de la décadence humaine. Par exemple, en ce qui concerne le mauvais usage de la liberté en matière de violence morale faite aux enfants par des films tout pleins de pornographie, de crimes, d'horreur. On considère que tout cela fait partie de la liberté et peut être contrebalancé, en théorie, par le droit qu'ont ces mêmes enfants de ne pas regarder et de refuser ces spectacles. L'organisation légaliste de la vie a prouvé ainsi son incapacité à se défendre contre la corrosion du mal. L'évolution s'est faite progressivement, mais il semble qu'elle ait eu pour point de départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme, maître du monde, ne porte en lui aucun germe de mal, et tout ce que notre existence offre de vicié est simplement le fruit de systèmes sociaux erronés qu'il importe d'amender. Et pourtant, il est bien étrange de voir que le crime n'a pas disparu à l'Ouest, alors même que les meilleures conditions de vie sociale semblent avoir été atteintes. Le crime est même bien plus présent que dans la société soviétique, misérable et sans loi. 5.2. Presse libre ou presse bavarde, irresponsable et esclave du courant dominant de l'opinion. La presse, aussi bien sûr, jouit de la plus grande liberté. Mais pour quel usage ? Quelle responsabilité s'exerce sur le journaliste ou sur un journal à l'encontre de son lectorat ou de l'histoire ? S'ils ont trompé l'opinion publique en divulguant des informations erronées ou de fausses conclusions, si même ils ont contribué à ce que des fautes soient commises au plus haut degré de l'État, avons-nous le souvenir d'un seul cas où le dit journaliste ou le dit journal ait exprimé quelques regrets ? Non, bien sûr. Cela porterait préjudice aux ventes. De telles erreurs peuvent bien découler le pire pour une nation. Le journaliste s'en tirera toujours. Étant donné que l'on a besoin d'une information crédible
et immédiate, il devient obligatoire d'avoir recours aux conjectures, aux rumeurs, aux suppositions, pour remplir les trous, et rien de tout cela ne sera jamais réfuté. Ces mensonges s'installent dans la mémoire du lecteur. Combien de jugements, hâtifs, irréfléchis, superficiels et trompeurs, sont ainsi émis quotidiennement, jetant le trouble chez le lecteur et le laissant ensuite à lui-même. La presse peut jouer le rôle d'opinion publique, ou la tromper. De la sorte, on verra des terroristes peints sous les traits de héros, des secrets d'État touchant à la sécurité du pays divulgués sur la place publique, ou encore des intrusions sans vergogne dans l'intimité de personnes connues, en vertu du slogan « Tout le monde a le droit de savoir ». Mais c'est un slogan faux, fruit d'une époque fausse. D'une bien plus grande valeur est ce droit confisqué, le droit des hommes de ne pas savoir, de ne pas voir leur âme divine étouffée sous les ragots, les stupidités, les paroles vaines. Une personne qui mène une vie pleine de travail et de sens n'a absolument pas besoin de ce flot pesant et incessant d'informations. Autre chose ne manquera pas de surprendre un observateur venu de l'Est totalitaire, avec sa presse rigoureusement univoque. On découvre un courant général d'idées privilégiées au sein de la presse occidentale dans son ensemble, une sorte d'esprit du temps, fait de critères, de jugements reconnus par tous, d'intérêts communs, la somme de tout cela donnant le sentiment non d'une compétition, mais d'une uniformité. Il existe peut-être une liberté sans limite pour la presse, mais certainement pas le lecteur. Les journaux ne font que transmettre avec énergie et emphase toutes ces opinions qui ne vont pas trop ouvertement contredire ce courant dominant. 5.3. Liberté ou asservissement général à l'opinion, à la pensée unique. Sans qu'il y ait besoin de censure, les courants de pensée d'idées à la mode sont séparés avec soin de ceux qui ne le sont pas. Et ces derniers, sans être à proprement parler interdits, n'ont que peu de chances de percer au milieu des autres ouvrages et périodiques, ou d'être relayés dans le supérieur. Vos étudiants sont libres au sens légal du terme, mais ils sont prisonniers des idoles portées au nu par l'engouement à la mode, sans qu'il y ait, comme à l'Est, de violences ouvertes. Cette sélection opérée par la mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards, empêche les penseurs les plus originaux d'apporter leur contribution à la vie publique et provoque l'apparition d'un dangereux esprit grégaire qui fait obstacle à un développement digne de ce nom. Aux États-Unis, il m'est arrivé de recevoir des lettres de personnes éminemment intelligentes. Peut-être un professeur d'un petit collège perdu, qui aurait pu beaucoup pour le renouveau et le salut de son pays. Mais le pays ne pouvait pas l'entendre, car les médias n'allaient pas lui donner la parole. Voilà qui donne naissance à de solides préjugés de masse, à un aveuglement qui, à notre époque, est particulièrement dangereux. Grand 6. La société occidentale moderne n'est pas un bon modèle. Il est universellement admis que l'Ouest montre la voie au monde entier vers le développement économique réussi, même si dans les dernières années, il a pu être sérieusement entamé par une inflation chaotique. Et pourtant, beaucoup d'hommes à l'Ouest ne sont pas satisfaits de la société dans laquelle ils vivent. Ils la méprisent ou l'accusent de plus être au niveau de maturité requis par l'humanité. Et beaucoup sont amenés à glisser vers le socialisme, ce qui est une tentation fausse et dangereuse. J'espère que personne ici présent ne me suspectera de vouloir exprimer une critique du système occidental dans l'idée de suggérer le socialisme comme alternative. Non, pour avoir connu un pays où le socialisme a été mis en œuvre, je ne me prononcerai pas en faveur d'une telle alternative. Mais si l'on me demandait si en retour, je pourrais proposer à l'Ouest, en son état actuel, comme modèle pour mon pays,
il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. Non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour la transformation de la mienne. On ne peut nier que les personnalités s'affaiblissent à l'ouest, tandis qu'à l'est, elles ne cessent de devenir plus fermes et plus fortes. Bien sûr, une société ne peut rester dans des abîmes d'anarchie, comme c'est le cas dans mon pays. Mais il est tout aussi avilissant pour elle de rester dans un état affadi et sans âme de l'égalisme, comme c'est le cas de la vôtre. Après avoir souffert pendant des décennies de violence et d'oppression, l'âme humaine aspire à des choses plus élevées, plus brûlantes, plus pures que celles offertes aujourd'hui par les habitudes d'une société massifiée, forgée par l'invasion révoltante de publicités commerciales, par l'abrutissement télévisuel et par une musique intolérable. Tout cela est sensible pour de nombreux observateurs partout sur la planète. Le mode de vie occidental paraît de moins en moins comme le modèle directeur. Il est des symptômes révélateurs par lesquels l'histoire lance des avertissements à une société menacée ou en péril. De tels avertissements sont en l'occurrence le déclin des arts ou le manque de grands hommes d'État. Et il arrive parfois que les signes soient particulièrement concrets et explicites. Le centre de votre démocratie et de votre culture est-il privé de courant pendant quelques heures? Et voilà que soudainement des foules de citoyens américains se livrent au pillage et au grabuge. C'est que le vernis doit être bien fin, et le système social bien instable et mal en point. Mais le combat pour notre planète, physique et spirituel, un combat aux proportions cosmiques, n'est pas pour un futur lointain. Il a déjà commencé. Les forces du mal ont commencé leur offensive décisive. Vous sentez déjà la pression qu'elle exerce? Et pourtant, vos écrans et vos écrits sont pleins de sourires sur commande et de verres levés. Pourquoi toute cette joie? Grand 7, l'autonomie ou la raison du déclin. 7.1 L'autonomie humaniste, fondement de la modernité. Comment l'Ouest a-t-il pu décliner de son pas triomphal à sa débilité présente? A-t-il connu, dans son évolution, des points de non-retour qui lui furent fatals? A-t-il perdu son chemin? Il ne me semble pas que cela soit le cas. L'Ouest a continué à avancer d'un pas ferme en adéquation avec ses intentions proclamées pour la société, main dans la main dans un progrès technologique étourdissant. Et tout soudain, il s'est trouvé dans son état présent de faiblesse. Cela signifie que l'erreur doit être à la racine, à la fondation de la pensée moderne. Je parle de la vision du monde qui a prévalu en Occident à l'époque moderne. Je parle de la vision du monde qui a prévalu en Occident, née à la Renaissance et dont le développement politique se sont manifestés à partir des Lumières. Elle est devenue la base de la doctrine sociale et politique et pourrait être appelée l'humanisme rationaliste ou l'autonomie humaniste. L'autonomie, proclamée et pratiquée de l'homme en l'encontre de toute force supérieure à lui. On peut parler aussi d'anthropocentrisme. L'homme est vu au centre de tout. 7.2 De l'humanisme au culte de l'homme et de son bien-être physique. Historiquement, il est probable que l'inflexion qui s'est produite à la Renaissance était inévitable. Le Moyen-Âge en était venu naturellement à l'épuisement, en raison d'une répression intolérable de la nature charnelle de l'homme en faveur de sa nature spirituelle. Mais en s'écartant de l'esprit, l'homme s'empara de tout ce qui est matériel avec excès et sans mesure. La pensée humaniste, qui s'est proclamée notre guide, n'admettait pas l'existence d'un mal intrinsèque en l'homme, et ne voyait pas de tâche plus noble que d'atteindre le bonheur sur terre.
Voilà qui engagea la civilisation occidentale moderne naissant sur la pente dangereuse de l'adoration de l'homme et de ses besoins matériels. Tout ce qui se trouvait au-delà du bien-être physique et de l'accumulation de biens matériels, tous les autres besoins humains, caractéristiques d'une nature subtile et élevée, furent rejetés, hors du champ d'intérêt de l'État et du système social, comme si la vie n'avait pas un sens plus élevé. 7.3. Du matérialisme à l'égoïsme, à la misère morale et à l'impasse politique. De la sorte, des failles furent laissées ouvertes pour que s'y engouffre le mal, et son haleine putride souffle librement aujourd'hui. Plus de liberté en soi ne résout pas le moins du monde à l'intégralité des problèmes humains, et même en ajoute un certain nombre de nouveaux. Et pourtant, dans les jeunes démocraties, comme la démocratie américaine naissante, tous les droits de l'homme individuel reposaient sur la croyance que l'homme est une créature de Dieu. C'est-à-dire que la liberté était accordée à l'individu de manière conditionnelle, soumise constamment à sa responsabilité religieuse. Tel fut l'héritage du siècle passé. Toutes les limitations de cette sorte s'émoussèrent en Occident. Une émancipation complète survint, malgré l'héritage moral des siècles chrétiens, avec leurs prodiges de miséricorde et de sacrifice. Les États devinrent sans cesse plus matérialistes. L'Occident a défendu avec succès, et même surabondamment, les droits de l'homme, mais l'homme a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité devant Dieu et la société. Durant ces dernières décennies, cet égoïsme juridique de la philosophie occidentale a été définitivement réalisé. Et le monde se retrouve dans une cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique. Et tous les succès techniques, y compris la conquête de l'espace, du progrès tant célébré, n'ont pas réussi à racheter la misère morale dans laquelle est tombé le XXe siècle, que personne n'aurait pu encore soupçonner au XIXe siècle. 7.4. L'humanisme matérialiste, creuset unique des sociétés libérales et communistes. L'humanisme, devant ses développements devenus toujours plus matérialistes, il permit avec une incroyable efficacité à ces concepts d'être utilisés d'abord par le socialisme, puis par le communisme, de telle sorte que Karl Marx put dire en 1844 que le communisme est un humanisme naturalisé. Il s'est avéré que ce jugement était loin d'être faux. On voit les mêmes pierres aux fondations d'un humanisme altéré et de tout type de socialisme. Un matérialisme sans frein, une libération à l'égard de la religion et de la responsabilité religieuse, une concentration des esprits sur les structures sociales avec une approche prétendument scientifique. Ce n'est pas un hasard si toutes les promesses rhétoriques du communisme sont centrées sur l'homme, avec un grand H, et son bonheur terrestre. À première vue, il s'agit d'un rapprochement honteux. Comment il y aurait des points communs entre la pensée de l'Ouest et de l'Est aujourd'hui? Là est la logique du développement matérialiste. 7.5. Un même principe d'autonomie. L'homme est la mesure de toute chose. Je ne pense pas au cas d'une catastrophe amenée par une guerre mondiale et aux changements qui pourraient en résulter pour la société. Aussi longtemps que nous nous réveillerons chaque matin, sous un soleil paisible, notre vie sera inévitablement tissée de banalités quotidiennes. Mais il est une catastrophe qui, pour beaucoup, est déjà présente pour nous. Je veux parler du désastre d'une conscience humaniste, parfaitement autonome et irreligieuse. Elle a fait de l'homme la mesure de toute chose sur terre, l'homme imparfait, qui n'est jamais dénué d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, de vanité et tant d'autres défauts. Nous payons aujourd'hui les erreurs qui n'étaient pas apparues comme telles au début de notre voyage. Sur la route qui nous a amenés à la Renaissance à nos jours, notre expérience s'est enrichie. Mais nous avons perdu l'idée d'une entité supérieure qui autrefois refrénait nos passions et notre irresponsabilité. 7.6. Une même maladie, le rejet de toute vie intérieure et progrès moral.
Nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales. Il se révèle qu'on nous enlève ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure. À l'Est, c'est la foire du parti qui la foule aux pieds. À l'Ouest, la foire du commerce. Ce qui est effrayant, ce n'est même pas le fait du monde éclaté, c'est que les principaux morceaux en soient atteints d'une maladie analogue. Si l'homme, comme le déclare l'humanisme, n'était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n'en devient que plus spirituelle. Non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs moyens d'acquisition, puis de joyeuses dépenses des biens matériels, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, en sorte que le chemin de notre vie devienne l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle. Quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions entrés. Grand 8. Assumer notre nature physique, mais surtout spirituelle. Il est impératif que nous revoyions à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effrayante. Il n'est pas possible que l'aune qui sert à mesurer de l'efficacité d'un président se limite à la question de combien d'argent l'on peut gagner ou de la pertinence de la construction d'un gazoduc. Ce n'est que par un mouvement volontaire de modération de nos passions, sereine et acceptée par nous, que l'humanité peut s'élever au-dessus du courant de matérialisme qui emprisonne le monde. Combien même nous serait épargné d'être détruits par la guerre, notre vie doit changer si elle ne veut pas périr par sa propre faute. Nous ne pouvons pas nous dispenser de rappeler ce qu'est fondamentalement la vie, la société. Est-ce vrai que l'homme est au-dessus de tout? N'y a-t-il aucun esprit supérieur au-dessus de lui? Les activités humaines et sociales peuvent-elles légitimement être réglées par la seule expansion matérielle? A-t-on le droit de promouvoir cette expansion au détriment de l'intégrité de notre vie spirituelle? Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Il nous faudra nous hisser à une nouvelle hauteur de vue, à une nouvelle conception de la vie, où notre nature physique ne sera pas maudite, comme elle a pu l'être au Moyen-Âge, mais ce qui est bien plus important, où notre être spirituel ne sera pas non plus piétiné, comme il le fut à l'ère moderne. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter, toujours plus haut. Mes amis, si vous souhaitez faire une action pour nous soutenir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine sortie. Aimez et commentez la vidéo, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira, dans les cœurs elle s'ouvrira, pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances. Que la grâce de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vive le Roi Production.